Oui, je voulais savoir à quoi ça sert une commune, à quoi ça sert un département, à quoi ça sert une région, à quoi ça sert un État, à quoi sert l'ONU, l'OMS, etc. On sent à travers votre exposé qu'il y a une certaine illégitimité de tous ces organismes à gérer ces communs. Tu peux prendre le micro, voir s'il y a quelqu'un qui veut poser une question derrière. Ali et puis Pascal. Vous avez beaucoup parlé de la gestion, de l'organisation, mais très peu parlé des moyens. Les moyens, parce que la ressource, ça s'entretient aussi. Des moyens. On revient à votre premier exemple, le chemin ou la dune, je ne sais plus. Vous avez cité un exemple de chemin où les gens voulaient s'approprier ou se réserver le droit de passage. Mais vous n'avez pas dit qui entretient ce chemin. Ok. Jacques, si tu peux aller au fond, merci. Pascal, là-bas. Je voulais répondre à Jacques, moi, un petit peu là. Parce qu'effectivement, sa réflexion est intéressante, parce que on imagine qu'entre l'État, les collectivités locales, et le marché, il n'y a rien. Voilà. Or, je crois qu'il faut se rendre compte que la capacité à agir collective, je fais partie d'un mouvement associatif, par exemple, le mouvement associatif de Bretagne, qui promeut le fait associatif en tant que tel. Eh bien, le fait associatif, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la démocratie et qui veut agir en dehors du marché et aussi en dehors des collectivités locales, de l'État, des structures étatiques habituelles. Donc je pense que défendre ce fait associatif comme l'expression d'un pouvoir d'agir qui ne veut pas s'inscrire dans les lois du marché et qui ne veut pas non plus être inféodé à l'État, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans la démocratie actuelle. C'est une question juste en même temps, puis on va laisser Nicolas Lix répondre. Moi, je voulais évoquer la privatisation des communs actuellement. C'est-à-dire que le commun, ce sont des coûts et ce sont des profits. C'est-à-dire que ça génère des produits et ça coûte. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on privatise des autoroutes, ou lorsqu'on privatise de l'énergie, eh bien, on ne privatise que les centres de profit. Et les coûts restent sur la communauté. C'est ce que l'on voit au niveau du plan autoroutier, où les élargissements de voies, par exemple, sur les autoroutes, sont à la charge de l'État, c'est-à-dire de la communauté, alors qu'ils vont rapporter des flux à l'opérateur privé, quoi. Et au niveau, par exemple, on a privatisé Enedis, mais par contre, EDF, on ne l'a pas privatisé, parce que derrière, effectivement, il y a tout l'entretien des centrales. Et donc, tous les centres de coûts sont laissés au public, et les centres de profit sont privatisés. Une petite dernière, sinon on va accumuler. C'était pour un peu rebondir sur l'intervention précédente concernant le fait associatif qui donc effectivement se développe de manière autonome à la fois du marché ou alors en tout cas en complémentarité, et voire aussi autonome du public, même si parfois certaines associations sont dépendantes du public, notamment pour leurs ressources. Mais enfin, l'objet de leurs activités sont souvent des objets de type commun, qu'on pourrait presque définir comme cela. Et je voulais évoquer aussi ce que Lina Rochetrön justement évoquait dans son ouvrage, c'est qu'elle reconnaissait dans la question de la gestion du commun, elle reconnaissait l'exemple des coopératives
des coopératives de travailleurs, des coopératives de salariés, des coopératives en général, que ce soit d'agriculteurs ou même de consommateurs, où là, il y a des capacités d'auto-organisation et d'autorégulation de la gouvernance qui sont tout à fait en accord avec les préconisations de réussite dont elle parle lorsqu'elle évoque effectivement toutes les expériences de gestion de biens communs dans le monde entier. Donc on voit bien que, pour faire écho évidemment au sujet de cette soirée, c'est que la notion de commun n'est pas du tout étrangère à l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, il y a des imbrications, comme le dit Nicole Alix, sur différents niveaux, voire des imbrications entre le marché et le public, mais il y a quand même une autonomie de décision, d'organisation, de régulation, qui est quand même la caractéristique de l'existence d'une gestion d'un bien commun. Et je suis assez intéressée par ce que je n'avais pas forcément perçu chez Eline Roström, c'était le fait qu'il faut qu'il y ait une communauté de personnes intéressées par une chose qu'ils considèrent comme commun pour que cela devienne un commun. Et que, à l'inverse, dans le passé, effectivement, historiquement, on avait supprimé tout ce qui pouvait avoir un caractère de commun pour éliminer évidemment cette capacité de vie autonome des communautés locales. Voilà, donc je pense que ce qui est intéressant dans toute cette affaire, c'est que nous, dans l'économie sociale et solidaire, on est vraiment au cœur du sujet de nos interrogations sur nos propres fonctionnements et nos propres modes de développement. Voilà. Après, on attend, et puis on prend note que vous laissez intervenir. Peut-être revenir sur le positionnement par rapport à ce qui était la différence que vous avez commencé à faire entre les biens communs et les biens publics. C'est peut-être le lien avec les collectivités, la place des organismes de gestion classiques de collectivités, que ce soit de l'échelle locale à l'échelle internationale. Oui, mais j'aurais bien voulu que la dame me redise... C'est la première question, la question de Jacques. Non, oui, après. Je ferai avec les autres. Non, la question de si vous voulez bien, la question de la dame. Parce que moi, il dit, vous auriez aimé qu'on parle de quoi, des moyens, vous voulez dire que la ressource, ça s'entretient. La ressource, ça s'entretient, c'est ça, oui. Si par exemple, on prend l'exemple de l'eau. De l'eau. Pour tenir les cours d'eau, il faut que l'eau soit pure avant de la consommer. Oui. Oui. Vous voulez dire qu'il y a de l'argent, et voilà, tout ça, c'est des questions d'argent. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Enfin, pas que, mais oui. Mais justement, qui investit, quoi? Ce sont les gens eux-mêmes qui prennent d'accord. le destin en main et puis qui investissent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, c'est possible, mais quand vous parlez de bien commun, vous parlez aussi d'une communauté. Donc ça suppose aussi que les gens restent sur place. Ouais, donc c'était pas clair tout ça. Ouais, ouais. Ok. Et le chemin, c'est pareil, je veux dire... Et pardon? Le chemin. Donc vous Le chemin. Bon, alors ce chemin, si j'ai bien compris, les dégradés... Oui, ah oui, vous entendez pas, j'essaie... Si vous continuez, effectivement, il faut peut-être passer le micro alors. Non, mais parce que ça veut... Enfin, oui, peut-être. Le chemin... Peut-être, Aline, on va passer le micro, parce que les gens dans le fond... Non, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires du tout dans ce que j'ai dit, là. Je reviens peut-être sur un exemple. Vous parliez d'un chemin qui est dégradé dans la presqu'île de Crozon, c'est ça? Bon, il n'est pas dégradé, je veux dire, ça fait depuis une éternité, c'est difficile de passer là parce que c'est difficile. Voilà, donc il n'est pas entretenu, peut-être, enfin, oui. des travaux. Si j'ai bien compris, certaines personnes voudraient s'approprier le droit de passage ou l'interdire à d'autres. Enfin, Ouais. Yeah. Bon, mais qui l'entretient, ce chemin? Personne. Personne. Enfin, moi j'en sais rien, hein. Je ne suis pas une spécialiste des chemins à Crozon. Hein. Je dis juste que moi, depuis que je suis enfant,
personne n'entretient ce chemin, sauf les surfeurs, c'est-à-dire les gens qui ont accès, c'est-à-dire les gens qui avaient intérêt à ce qu'il n'y ait pas des gros trous dans la route pour descendre leur camion. Mais maintenant le chemin, il est entretenu parce que la commune a décidé de faire un parking en amont du village. Il y a plein de gens qui ne se garent pas là quand même. Et du coup, c'est une voiture qui y va. Donc, effectivement, il y a toujours des questions de savoir qui paye pour l'entretien de la ressource. C'est ça que vous voulez dire? Oui, et dans ce cas-là, ça ne peut pas être un bien commun si c'est la commune qui l'entretient. Parce que si c'est la commune qui l'entretient, c'est bien... Enfin, je veux dire que ça ne peut pas appartenir à une petite communauté. Parce que si c'est la commune qui l'appartient, c'est tout le monde qui l'entretient. Si c'est la commune qui l'entretient... C'est tout le monde, c'est tous les Tout le monde qui paye. Oui, et du coup, alors, je redis qu'en fait, c'est vrai que c'est complexe, mais bon, moi, ce que j'ai essayé de montrer, alors visiblement avec plus ou moins de clarté, c'est que les communs, et ça sera une façon de rebondir sur ce qui a été dit sur le fait associatif, les communs, ce sont des pratiques, des communautés qui s'occupent des réserves de pêche, de chasse, voilà. Ok, ça on comprend ça. Hein. Les prud'homies de pêche. C'est aussi, c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est aussi un cadre conceptuel pour interroger le système de propriété et les conditions d'accès et la façon dont c'est gouverné. Donc, si vous dites, par exemple, si c'est la commune, j'ai entendu ça, si c'est la commune, ça n'est pas un bien commun, eh bien, en ce moment, notamment ce que j'ai évoqué là, du côté d'Italie, mais c'est un petit peu partout, les gens disent, oui, mais moi, je veux qu'on me demande mon avis. Les gens, là, pourquoi ils rouspètent à la Palue? C'est à la limite, je suis même pas sûre enfin, ils rouspètent parce qu'ils veulent pas de barrière. Il y a les locaux, ils veulent pas de barrière, ils veulent descendre avec leur surf parce que eux, ils ont. Voilà. Donc, ils pensent que. Et surtout, ils disent, on nous a pas demandé notre avis. Donc, les collectivités publiques en ce moment sont un peu chahutées aussi par des mouvements de démocratie participative, démocratie contributive et tout ça. Donc, vous voyez. Et en ce sens, c'est ce que j'ai tenté d'essayer de faire sentir, c'est que ce que notamment Ostrom, mais d'autres gens aussi, bien sûr, ont essayé de montrer, c'est qu'il y a un lien entre pour que les biens communs soient vraiment gérés de façon collective et pour être accessible au plus grand nombre, ça suppose les 3 conditions que j'ai dites, c'est-à-dire la ressource, la communauté et un système de gouvernance. S'il y a une appropriation publique du bien commun qu'elle considère comme étant son propre bien et qu'elle n'a plus à rendre compte au peuple qui pourtant contribue au financement parce que via la fiscalité, etc., on peut s'interroger effectivement si on n'a pas un glissement de la notion de bien commun à la notion de bien public. Est-ce que c'est plus clair? Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Ceci dit, pour revenir sur la première question que vous avez posée, monsieur, si j'ai laissé penser qu'il y avait une illégitimité de la part de l'OMS, de la part des États, etc., à gérer les communs, je corrige. Parce que, bon, je ne sais pas si vous avez lu le petit topo là dans le télégramme, et le journaliste m'a dit, je ne sais plus ce que c'était sa question, enfin, qui m'a amené à parler de certaines conceptions libertariennes des communs. Il y a les communs, c'est pas, voilà, tous les communs ne sont pas tournés vers l'intérêt général. Hein. Il y a des gens, une des meilleures analyses que j'ai vues sur ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes, c'était par des libertariens. Il y a des mouvements libertariens extrêmement puissants, notamment dans le numérique,
et qui vous explique qu'il n'y a pas besoin des États pour réguler quoi que ce soit. C'est le contrat qui doit réguler les rapports sociaux. Voilà. Tout peut passer par le contrat. On n'a plus besoin d'État. Moi, je ne dis pas ça. Nous, à la COP des communs, on ne dit pas ça. On dit qu'il y a besoin de la régulation. Il y a besoin d'une régulation. Et d'ailleurs, si on regarde ce que dit Ostrom dans les conditions qui sont nécessaires pour la pérennité des communs, c'est qu'il y a une reconnaissance de cette capacité de s'organiser. Donc, on pourrait dire que, peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a une illégitimité à gérer seul ces communs, sans tenir compte des besoins des personnes, des envies de participer des personnes, de gérer seul. Mais en tout cas, personnellement, je ne plaide pas pour la disparition des formes de régulation publique, étatique, ou des organisations internationales, pour les laisser à des communautés qui vont s'organiser indépendamment de ces grands cadres. Personnellement, moi, je crois à quelque chose qui articule les lois du marché, parce qu'on en a besoin, les lois de la régulation publique, parce qu'on en a besoin, et des lois qui tournent autour de l'organisation collective des personnes, parce que le pouvoir d'agir citoyen, ça ne peut pas être régi par les mêmes dispositifs que les lois du marché capitaliste et la redistribution par l'État. Mais c'est pour ça que quand on dit, quelqu'un a dit le fait associatif, c'est en dehors du marché. Qu'est-ce qui est en dehors du marché? Tout peut rentrer dans le marché un jour ou l'autre. Les femmes, quand elles étaient chez elles, il n'y avait pas de marché de garde des enfants, il n'y a pas de marché de garde des vieux. Mais nous, on pas retourner chez nous pour empêcher qu'il y ait un marché de la garde des enfants et un marché de la garde des vieux. Non, on ne rentrera pas, je pense. Hein. Donc, ce qui est de l'ordre marchand à une période donnée de notre histoire commune, collective, peut ne plus l'être. Ce qui est d'intérêt général à un moment peut ne plus l'être. Et donc, c'est tout ça, c'est coton, hein, c'est assez coton. Et c'est la raison pour laquelle j'entends que vous parliez de fait associatif. Je ne sais pas ce que c'est qu'un fait associatif. Je connais des gens qui se groupent pour faire des choses ensemble. Et une fois, quand je travaillais dans le monde associatif, il y a quelqu'un qui m'a dit ah non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez là, moi, il n'y a qu'une personne dans mon association. Ben non, ça ne peut pas le faire, quoi. Je vous assure, on entend des drôles de trucs parfois. Et évidemment que les questions les plus complexes, ce sont les questions de gouvernance. Parce que, et que ce n'est pas uniquement les questions de statut. Voilà. Et évidemment que tout ce que j'ai dit là sur les communs et le cadre conceptuel qu'on peut développer sur les communs, c'est aussi un moyen d'interroger l'économie sociale et solidaire qui, très judicieusement sûrement, depuis une quarantaine d'années, a cherché à aller vers sa reconnaissance, et donc une certaine institutionnalisation, mais qui peut, dans certains cas, être un peu plus éloigné de ce que l'on a évoqué de la gouvernance commune que ce qu'on aurait peut-être en tête. D'un autre côté, il y a des formes d'organisation très horizontales de communs numériques qui peuvent, elles aussi, être interrogées au regard des modes d'organisation coopérative. Par exemple, nous, à la COP des communs, on a un gros projet autour des coopératives, des plateformes coopératives numériques qui se veulent des sortes d'alternatives ou Uber, Airbnb et autres plateformes qui captent la valeur, qui captent les données et qui la redistribuent pas dans les collectifs qui les créent. Eh bien, ces plateformes utilisent effectivement des ressources organisationnelles et notamment des statuts coopératifs pour arriver à faire ce qu'elles veulent. Oui.
Ça répond en partie aux questions. Enfin, voilà. De toute façon, c'est des questions qui sont là en permanence. Hein, je veux dire, contradiction permanente. Oui, mais je m'arrête. Il y avait quand même une question sur laquelle vous n'avez pas nécessairement répondu, sur la privatisation des communs et la question des coûts et des profits. C'est-à-dire le fait qu'il y a oui, bonne question. certaines ressources ou certains usages qui ont été... Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ce que vous avez cité, c'est pas vraiment un commun, c'était plutôt... Vous avez cité les autoroutes, hein, c'est ça? Les autoroutes et l'énergie aussi. Et l'énergie, ouais, c'est vrai. Bon, on peut parler de... Les voies, je pense... Oui, ça va? Juste pour dire, on peut effectivement faire un focus sur les autoroutes, mais finalement les voies communales, les voies départementales, etc., sont aussi des biens qui sont gérés par une collectivité. Je veux dire, elles peuvent être interrogées. Et donc là, il y a... La question de l'autoroute est peut-être un peu particulière, mais autrement, il y a des espaces de mobilité qui sont gérés par des collectivités aujourd'hui. Et votre question, c'est? Et qui gère? Et effectivement, la question, c'est... Qui gère quoi? Quel est le besoin qui peut être transféré par une communauté ou des gens qui sont habitants d'un département ou d'une commune pour gérer ces biens-là, qui sont les voies communales, par exemple. Ce que je voulais dire, oui, non, là, on privatise les recettes des services publics et on ne privatise pas le coût des services. Oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... pour vous, ça a à voir avec... En quoi... Excusez-moi, mais on discute. Hein. En quoi ça a à voir avec les communs pour vous? Parce que ça, c'est un phénomène... Parce que pour moi, le service public est un bien commun. Ah. Et parce qu'il est financé par de l'argent public, qui est aussi un bien commun. Vous voyez comme quoi il faut tout le temps... Alors, non, justement, le service public peut être un bien commun, sauf si, effectivement, il quitte le domaine de l'appropriation collective. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en ce moment, par exemple, nous, on a un groupe de travail qui est là-dessus. Quand le service public s'éloigne des besoins des personnes, et ben, les personnes recréent. Ça, c'est les associations, elles ont bien connu ça. C'est-à-dire où parfois, il n'y a pas de service public existant. Dans Internet, on n'a pas dit un service public d'Internet. D'accord? Donc, la définition du service public, la définition des besoins communs, tout ça, c'est des interactions permanentes. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse, mais le fait qu'effectivement, il y ait des glissements entre ce qu'étaient les services publics avant, ce que deviennent les services publics, le fait qu'il y ait des endroits où il y ait des services publics et des endroits où il n'y a pas de services publics, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire en sorte que, un, les services publics soient accessibles, et deux, est-ce que, quand il n'y en a pas, comment est-ce qu'on s'organise? Voilà. Donc, on est en train de poser des questions qui sont complexes. Donc, moi, je vous renvoie au fait que les questions sont toujours plus complexes que ce que, vous voyez, on dit un peu en général. Mais sinon, vous avez raison. En général, c'est privatisation des profits et publicisation des centres de coûts. Mais je redis que on peut effectivement, bien sûr, qu'on peut dire que tout service public financé par la fiscalité devrait être un bien commun. Après, la question de où sont les citoyens dans la gestion du service public, c'est une autre question. Hein. Ah oui. Oui. Bonsoir, merci pour vos interventions. Et la question que j'avais, ça rejoint ce dont vous parlez, c'est sur la chose publique. Et notamment, je pensais à tout ce qui est qui concerne tout ce qui a été instauré par le CNR et Ambroise Croizat et compagnie, c'est-à-dire que les systèmes sociaux et les systèmes de retraite. Donc on parlait des mutualités, des mutualismes. Et qu'est-ce que c'est vraiment maintenant que le mutualisme? Est-ce que c'est vraiment un bien commun ou est-ce que c'est un bien de profit? Il y a aussi une question qui se pose aussi sur la répartition des retraites. Il y avait des discussions, là, il y a eu des émissions sur les éboueurs sur France Culture qui étaient très intéressantes.
Et puis, il y avait des discussions en 95 sur les retraites. Et puis, moi, je disais que à la retraite, tout le monde devrait avoir la même retraite. C'est-à-dire que, alors on dit oui, mais on n'a pas les mêmes besoins. C'est quoi les besoins? Et puis, moi, j'ai fait plus d'études que lui, donc j'ai le droit à une meilleure retraite. Mais oui, mais toi, le pauvre vieux qui n'a pas eu le droit de faire des études, ou qui n'a pas pu faire des études, ou qui n'a pas eu les capacités intellectuelles parce qu'on ne t'a pas donné les possibilités de te développer, est-ce que tu dois être sanctionné encore alors que tu fais un travail tu rends service chez moi à la communauté, parce que celui qui a fait plus d'études, ben, lui, il ne ramasse pas la merde des autres, et celui qui n'a pas fait d'études, il rend un service commun. Donc, comment résoudre cette équation-là? Et puis, donc, et il en est le même pour tout ce qui est la santé, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la santé doit rester un bien commun, ou alors c'est de la chose publique, mais est-ce que c'est un bien commun à partir du moment où voilà, la répartition, et après, parce qu'on dans le salaire réel, il y a la cotisation sociale qu'on appelle des charges par le système capitaliste. Ce ne sont pas des charges, c'est le salaire réel, ça rend la cotisation patronale pour les retraites et pour la sécurité sociale. Ce ne sont pas des charges, c'est le salaire réel, c'est les cotisations. Voilà, enfin, voilà, c'est toute une réflexion qui va sur, c'est pas l'économie, mais c'est le social et solidaire. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Je me permets le micro juste pour une réflexion également autour. Alors j'ai la problématique de l'emprise finalement du bien commun par des communautés. Ma réflexion était de me poser l'idée que est-ce que c'était vraiment la gouvernance qui a amené cette problématique-là, ou plutôt la sectorisation législative et réglementaire autour de ces biens communs. On est sur des sujets qui amènent, quand on parle par exemple du littoral ou de l'océan, des sujets qui amènent une complexité législative et réglementaire. Est-ce que c'est pas plutôt cette complexité-là, et ce volume législatif et réglementaire, qui pose pas problème à la communauté de s'emparer des sujets de biens communs que la gouvernance? Oui, pour continuer en fait, sur le même sujet, un peu sur l'océan et puis la complexité législative, je voudrais citer un cas concret qui est en fait le cas de l'installation d'un parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc. Il se trouve que, en fait, alors je ne sais pas, voilà, justement ça amènerait à préciser, est-ce que la ressource en termes de pêche qui a été gérée pendant 40 ans par les pêcheurs et qui forment une communauté dont ils ont tiré profit, est-ce qu'on peut considérer que cette ressource, c'est un commun? Et d'un autre côté, est-ce que le climat, donc, qui est géré par une communauté internationale, et est-ce que c'est aussi un commun? Et pour protéger donc ce commun qui est géré de manière internationale, on déploie un plan donc, de production énergétique qui va être produit par des multinationales qui vont s'implanter donc en baie de Saint-Brieuc et qui vont arriver donc en conflit avec donc le commun géré par les pêcheurs jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est un débat très complexe, je crois, et je ne sais pas comment est-ce qu'en dehors d'une délibération vraiment citoyenne, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, la manière de se sortir de ce débat, ce ne serait pas de faire une convention citoyenne spécifiquement sur cette question-là et sur cette situation? Alors nous, merci de toutes les... Il y avait quelqu'un? Non. Hein? On va peut-être rester là, parce qu'il y a déjà plusieurs questions, là, ça serait bien. Ok. Alors, bon, d'abord, merci pour tout ça. Et bon, quand je vous entends, je me dis, ok, il faut que je redise cette histoire d'approche par les communs. Qu'est-ce qu'on a dans notre tête quand on raisonne
là-dessus. Toujours le lien entre la communauté, bon, pour rebondir sur le offshore là, l'ensemble de personnes qui partagent la question, concernées par la ressource. Alors peut-être que là, il peut y en avoir plusieurs des communs. Je ne sais pas moi, il y a peut-être les coquilles Saint-Jacques. Oui, je sais qu'il y a une histoire avec les coquilles Saint-Jacques, parce que les pêcheurs disent ah ben, on va plus pouvoir pêcher nos coquilles. Alors déjà, eux, ils sont organisés en communauté pour gérer ce truc-là. Donc, il peut y avoir plusieurs communs sur une seule question, hein, sur une seule... comment dire, je ne vais pas clair. Je veux dire que quand vous abordez une question comme celle-là, le parc éolien offshore de la Baie de Saint-Brieuc, le cadre conceptuel autour des communs peut permettre d'essayer de savoir, bon, il y en a combien de communs là-dedans, il y a qui est concerné et comment est-ce que ça s'imbrique les uns les autres. Ça, c'est un point que je n'ai pas développé. Ostrom, quand elle a reçu son prix à Stockholm, là, son prix Nobel, elle a fait, vous savez, une leçon, inaugurale, voilà. Elle n'a pas parlé de commun, elle a parlé de décision en système complexe. Ouais. Décision en système complexe et mode de décision polycentrique. Parce qu'en fait, c'est ça, on est dans un monde d'incertitude, un monde hyper complexe, tout le temps. Donc dans un truc, je ne sais pas comment il faut l'appeler, monsieur là, il a cité les systèmes sociaux de retraite, l'évolution de la sécurité sociale. Évidemment que ça a quelque chose à voir avec notre affaire, parce qu'il y a une communauté qui est concernée. Il y a une ressource, on va dire, je sais pas quoi, on va dire la santé, même si c'est un peu vague, ou l'accès aux médicaments, hein, d'accord, ou l'accès à l'hôpital, pour revenir à ce que monsieur disait là sur les services publics. Et comment est-ce qu'on s'organise autour de ça? Donc, l'approche par les communs, et encore une fois, on ne roule pas des mécaniques en disant, ça y est, on a trouvé la pierre philosophale, hein. On dit juste que c'est quelque chose qu'on peut mobiliser pour essayer de savoir, et Ostrom aussi le propose comme ça, à partir de situations complexes, comment est-ce qu'on peut identifier les communs, enchasser les uns par rapport aux autres et essayer de faire un peu de tri dans toutes les questions qui se posent. Nous, par exemple, c'est un truc qu'on fait à la COP des communs. Je ne vous ai pas parlé de ça parce que ce n'était pas trop le sujet, mais on a des groupes de travail, quoi, de réflexion. On n'a que des gens absolument superbes qui viennent dans les groupes, sauf qu'ils sont tous hyper avancés dans leur pratique. Bon, et mettons qu'il y en ait là qui viennent de la baie de Saint-Brieuc, ou bien des gens des éboueurs, je sais pas, ou ceux qui sont concernés par tout le stock de lois pour la loi du littoral. Ils ont envie de faire des choses et ils sont déjà bien avancés dans leur pratique. Mais en fait, ils ont aussi besoin qu'on les aide à mettre des mots, à travailler sur la méthode, à réfléchir avec d'autres. Donc c'est ça qu'on fait dans notre association. Donc quand Ostrom, elle a aussi regardé ce qui se passait de façon précise, un peu partout dans le monde, et elle n'a pas dit il y a un système qui vaut pour organiser la réserve de pêche, la sécurité sociale, le offshore, des éoliennes, le parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc, etc. Vous voyez. Donc, mais c'est juste pour essayer de vous faire toucher du doigt qu'il y a quelque chose qui nous concerne avec cette affaire-là. Il y a quelque chose qui concerne le fait que on est dans des systèmes polycentriques très complexes, avec un monde qui est en train de changer à une vitesse. Alors peut-être que c'est parce qu'on est un certain nombre ici à avoir un peu d'expérience vu la couleur de nos cheveux. Mais donc peut-être qu'avant c'était aussi compliqué et qu'on ne le savait pas parce qu'on était juste en train d'apprendre à vivre et bon voilà quoi. Mais donc maintenant on a l'impression que c'est plus compliqué qu'avant, plus complexe qu'avant. Ou peut-être parce qu'on sait plus de choses qu'avant. Ou alors parce que, il y a des tas de raisons. Mais en tout cas, la façon d'aborder, par exemple, le changement climatique, et tout le monde parle de transition, je ne sais pas s'il y a à Quimper, on parle aussi de transition, tout le monde parle de transition. Hein, on va faire la transition, mais ça passe par où ? Et comment est-ce qu'on va s'organiser pour faire ça ? En fait, il n'y a pas de réponse simple. Et en ce sens, la façon dont on arrive à se parler les uns aux autres,
de façon, vous voyez, à faire un peu le pas de côté, c'est-à-dire, ben moi j'ai mon point de vue sur la sécurité sociale, les éboueurs, les retraites et les autoroutes, ou je sais pas quoi, le chemin qui descend à la Palue, mais sauf que la municipalité, elle va aussi avoir son point de vue, comment est-ce que on peut essayer d'avoir une posture qui permette, c'est peut-être un peu utopique, hein, mais c'était ça votre titre, non? Vous m'avez mis un peu utopique. Est-ce que parce que cette utopie-là de la discussion entre nous, des arènes de discussion qui se côtoient et dont on espère que de temps en temps elles ne fassent pas que se côtoyer, qu'elles arrivent aussi à parler les unes avec les autres, ça c'est du boulot. C'est vraiment un boulot. Et c'est un boulot qui n'est reconnu par personne, ça. C'est-à-dire faire que des gens qui ne sont pas a priori susceptibles de discuter les uns avec les autres dans quelque chose qui est de l'ordre de la controverse et qui peut être de l'ordre de la controverse et du conflit. Parce qu'effectivement, c'est la vie aussi. Il n'y a plus que quand on est au cimetière qu'on n'a plus de contradiction. Hein, on est d'accord avec ça. Donc cette chose-là, cette animation-là de la discussion, je pense qu'on en est à une phase qui fait que effectivement, on se dit, comme Ostrom a dit, quoi, si vous croyez que c'est sans les communautés locales qu'on arrivera à résoudre les problèmes, voilà. Mais d'un autre côté, on ne va pas non plus tous se replier dans notre truc local et puis dire l'OMS et puis toutes les régulations nationales et internationales, ça ne sert à rien. Voilà. Pour nous, voilà, les communs, c'est une sorte de possible mobilisation de cercles de réflexion et d'action. Voilà, c'est peut-être pas très clair. Hein? Il y a du boulot? Il y a du boulot. Ah ouais, il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Et il y a de la transmission à faire aussi de génération. Et puis de regarder la question des algues vertes en Bretagne. Les algues vertes, oui. Il y a du boulot. Ouais. Bon, enfin, si vous êtes là, j'imagine que ça ne vous fait pas peur le boulot. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir après. D'accord, rapidement. Par rapport à ce que vous venez de dire, Madame Alix, c'est la question démocratique en fait qui est posée. Hein. Comment on fait démocratie voilà. Je pense que de la même manière que la démocratie elle peut s'originer dans une séparation des pouvoirs, hein, les anglo-saxons nous l'ont montré, hein, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, eh bien je crois que la démocratie elle peut aussi s'organiser à partir d'une acceptation des légitimités, des différentes légitimités. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait, et j'insiste sur cette expression que j'ai utilisée, de fait associatif, parce que pour moi, il y a une légitimité du fait associatif en tant qu'expression du pouvoir d'agir qui n'est pas dans le marché et qui n'est pas non plus dans l'État. C'est quelque chose, pour le coup, de très girondin. Hein. On voit que d'un point de vue politique, c'est quelque chose qui évoque davantage le girondisme que le jacobinisme. Et d'ailleurs, ce fait associatif, il est tout à fait reconnu dans l'article 1 de la loi de 1901, qui dit qu'une association, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui partagent leurs connaissances, qui partagent leurs moyens, pour partager autre chose que des bénéfices. Partager autre chose que des bénéfices. On voit bien qu'il y a dans cet article 1 de la loi 1901 une puissance symbolique qui la détermine comme un fait démocratique, une partie du fait démocratique qui est absolument tout à fait légitime de reconnaître en tant que tel. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas intervenus, qui souhaitent intervenir, puis après on passera la parole à ceux qui sont bien sûr intervenus. C'était surtout pour Plus près. C'était surtout pour eux. Si, on entend bien. En guise de conclusion, après votre conférence, toutes les questions qu'on se pose, ce pourrait être le début d'un chantier, d'un beau projet, quelque chose qui donnerait de l'élan, parce que
notre société est un peu endormie, un peu en sommeil. Donc là, on prend conscience avec ces questions, ces situations, on prend conscience qu'il faut changer quelque chose. Et donc, ça serait un beau projet collectif. Ça serait beau. De trouver, pour construire une nouvelle gouvernance. C'est les utopies qui mettent les groupes sociaux en route. Hein. On meurt, on peut mourir sans utopie. Hein. Oui, c'est ça. Après, des fois, quand la caravane avance, le mirage, il recule aussi. Mais c'est comme ça qu'on vit, je pense. Oui, voilà, retrouver un élan. René. Sur le numérique, vous avez parlé des logiciels libres et je suis désespéré parce que c'est vrai que Richard Stallman a lancé le concept des logiciels libres à l'époque où il y avait un début de privatisation des logiciels et on l'a vu avec Windows de Bill Gates qui a l'ensemble des logiciels qui étaient utilisés. Et aujourd'hui, vous l'avez précisé, le Linux est financé à 90% par les grands groupes des GAFAM. Parce qu'il y a eu un glissement du système économique, du modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, Facebook et tout ça ne se paye plus sur le logiciel, mais se paye sur les données personnelles. Donc, on vous entend. Donc, c'est désespérant parce que à une période, on lance un mouvement international qui est très utopique et qui est repris en main aujourd'hui parce que on a changé de système économique. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie question en ce moment. Hein. C'est une question. Voilà, il y a quelqu'un qui est un de mes coéquipiers puissants à la COP des communs, qui a écrit Lionel Morel, qui a écrit un truc. C'est est-ce que tous les communs numériques sont condamnés à devenir des communs du capital? Parce qu'évidemment, le système collaboratif permet de créer des ressources qui sont extrêmement puissantes, hein, riches, diversifiées. Donc, y a des gens qui ont forcément compris que quand les gens travaillent ensemble, en plus, en général, ils ne sont pas forcément très bien payés, ou ils font ça la nuit, ou en dehors de leur boulot. On a intérêt à travailler comme ça, effectivement. Alors, le système, il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que le logiciel libre permet quand même de préserver le fait que ce qui a été créé comme libre, dans la partie libre du logiciel, elle demeure, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut partir avec en disant je me l'accapare à moi toute seule, tout seul. En revanche, dans le dispositif tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, on peut dire je suis une entreprise X ou Y et j'ai participé via le fait que j'ai détaché des gens pour travailler au logiciel collectif. Je prends ce logiciel au stade où il est. Merci, vous avez tous bien travaillé. Je le prends comme il est et j'en fais quelque chose qui sera un dispositif propriétaire.
Donc, ouais, il y a un vrai souci de ce côté-là. J'espère ne choquer personne, parce qu'il y a des libristes qui ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Il y a un mouvement qui essaye justement de se servir de la forme coopérative pour essayer de voir si c'est un pendant, enfin un obstacle, un contre-pouvoir à ce mouvement trop large. Et il y a des gens qui vous disent mais ça ne fonctionne pas parce que si, par exemple, je donne un exemple, ça sera plus facile, mais ça ne fonctionne pas parce que vous refermez la communauté qui travaille au logiciel. Par exemple, ici, je ne sais pas trop comment ça s'est développé, là, toutes ces histoires de livreurs. J'imagine que c'est comme partout, à Quimper, ou même peut-être moins en région rurale, mais le fait que vous fassiez livrer des choses que vous commandez, c'est quelque chose qui s'est développé encore plus avec le confinement. Hein. Même au marché de Crozon, il y a une des maraîchères qui m'a dit qu'ils avaient commencé à livrer auprès de personnes âgées pendant le confinement, et maintenant tout le monde sait qu'on peut livrer, donc les gens ils appellent, et puis et du coup qu'est-ce qui se passe? Alors elle fait pas la livraison à vélo, hein, enfin bon, bref, en tout cas il y a de plus en plus de systèmes de livreurs à Paris. C'est, enfin pour moi, moi j'habite à côté de Montparnasse, à Edgar-Quinet, c'est le nouveau sous-prolétariat, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de décrire les choses. Donc les Uber, les Deliveroo et tout le truc. Donc il y a des gens qui ont monté un dispositif, des plateformes qui s'appellent Copcycle, donc des coopératives de livreurs à vélo. Et il y a un logiciel mère ou père, je ne sais pas comment dire, enfin, un logiciel qui a été conçu par des gens qui l'ont fait gratos d'ailleurs, et qui continuent de le faire. Et ça, c'était des développeurs qui étaient très solidaires de la cause des livreurs à vélo. Et pour justement éviter le fait que n'importe qui puisse se servir de ce qu'ils avaient créé, ils ont adopté une licence, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais enfin c'est un dispositif qui permet de régir les conditions d'usage et de propriété, ça va comme je dis les choses à peu près, du logiciel. Et donc ils ont fait une licence, nous aussi d'ailleurs à la COP des communs on a une licence un peu comme ça, on l'a appelée pas copyleft, parce que c'est pas copyleft, c'est copyright, c'est-à-dire un dispositif qui se fonde sur un modèle coopératif, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, le logiciel, à condition d'être dans un modèle coopératif ou non lucratif ou à lucrativité limitée. Nous aussi, on a un truc comme ça. Pour que, voilà, finalement, le petit boulot qu'on fait quand on produit de la production intellectuelle, enfin, qui n'intéresse pas non plus grand monde, je vous rassure tout de suite, mais on a dit ça, tout le monde peut venir piquer dans le pot commun qu'est la COP des communs en utilisant ce qu'on fait, mais on doit respecter la licence qu'on a mise, c'est-à-dire, soit vous avez participé au dispositif, vous avez le droit d'utiliser, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser pour si vous n'avez pas participé à la création du dispositif, et ou si vous voulez en faire un usage commercial, je ne dis pas marchand, je dis commercial, de la ressource qui a été créée. Et si vous voulez en faire un usage commercial, vous devez demander à ceux qui ont créé la ressource de vous dire à quel prix vous pouvez le faire. Voilà, donc comme si qu'ils ne veulent pas ça. Donc, il y a un vrai... Il ne faut pas que vous soyez désespérés, parce que je pense que c'est la vie, c'est la vie, voilà. Il y a tout le temps des mouvements, appropriation, commun, public, privé, et voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que soit on pose les armes et puis on se dit, bon, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à attendre que, je sais pas quoi, le modèle chinois l'emporte sur, je sais pas quoi. Moi, non? Voilà. Mais ouais, il y a une... Et en ce moment, en plus, il y a... Pardon, madame, en ce moment, en plus, il y a certains pouvoirs publics qui poussent à la création de ces communs numériques. En disant, c'est vous qui allez faire les standards, vous allez tous vous mettre ensemble, vous allez faire les standards. C'est plus nous qui allons faire des standards. Donc, des communs numériques qui seraient produits comme une ressource produite par des groupes quoi, de développeurs et qui deviendront des standards. Je pense que vous comprenez ce que je dis.
penser aux médicaments, à la Oui. santé, aux médicaments. Et c'est vrai que ça allait aussi dans le sens de ce qu'avait dit monsieur tout à l'heure, à savoir, par exemple, l'OMS, que je respecte tout à fait, mais qui est en train d'être débordée par des multinationales du médicament, des laboratoires. Oui. Je saurais pas forcément, je ne vais pas en parler davantage, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une gouvernance. Oui. Vous parliez de gouvernance internationale, oui. Du coup, une supra-gouvernance qui ferait que le médicament et la santé seraient les mêmes pour tous, c'est-à-dire le monde. Comment est-ce qu'on arrivera à ça, hein? Aujourd'hui, nous, on a 3 vaccins contre la Covid, et puis d'autres n'en ont pas, parce qu'ils n'y ont pas accès, par exemple, mais ce sont d'autres médicaments aussi. Alors, j'ai évidemment pas de réponse à ça, mais je peux donner un exemple d'une association qui, je crois que c'est une association qui s'appelle DNDI, Disease Neglected, bon voilà. Et en fait, j'ai oublié exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est des gens qui avaient commencé à travailler sur les maladies rares, et en fait personne ne veut développer de médicaments pour les maladies rares parce que il n'y a pas de marché, donc le marché ne développe pas de marché de produits pour un marché qui n'existe pas. Et en fait ces gens-là ont tout un boulot, et bon, des gens comme Benjamin Coria, voilà, qui est un de nos copilotes, quoi. Bon, Benjamin, c'est quelqu'un ça fait 15 ans qui bosse sur les communs. Il travaille avec eux justement là-dessus. Alors, c'est un modèle. Hein, c'est pas, on n'a pas révolutionné la production de médicaments. Hein, et l'histoire des vaccins, il y a aussi... voilà, il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus. Ouais, il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus. Et pas uniquement de façon théorique, hein, de façon concrète. Ouais. Vous pouvez regarder ça. DNDI, Benjamin Coria. Il y a une autre personne qui s'appelle Gaël Krikorian, qui a été chez Médecins Sans Frontières avant et qui était au Parlement européen aussi. Enfin, voilà, des gens qui mobilisent ces questions-là et aussi sur les questions des vaccins. Une dernière, et puis on va rester là. Je pense qu'il y a plein de... Ah. Oui, par rapport à la personne qui disait que la société était un petit peu endormie, moi je pense plutôt que la société est très fragmentée. Oui. Et plus qu'endormie. Et je pense que le sujet des communs est un sujet qu'on devrait vraiment beaucoup plus mettre en avant, parce qu'il est sujet effectif, parce qu'effectivement, ça serait un moyen de regrouper la société. À ce titre, d'ailleurs, moi je trouve que ce sujet des communs, c'est vrai qu'il est complexe, mais dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on partage ensemble, les communs. Bah oui. Et donc, je pense qu'il mériterait même de faire partie de l'enseignement à l'école. Et d'ailleurs, j'ai pas rebondi sur quelqu'un qui a mentionné l'histoire de... Ah bah, c'est la dame de l'offshore, là. L'éolien offshore. Et qui a cité vous avez cité l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Nous, là, on accompagne une tournée des tiers-lieux avec des personnes qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est quand même... c'était super intéressant quand même. Moi, j'ai rencontré des personnes là, qui ont participé à la Convention. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Et ça a été quand même une sacrée expérience de leur côté. C'est incroyable tout ce qu'est... toute cette... justement, cet apprentissage de la complexité. Moi, quand je les entends parler, je me dis, ouf, bravo, hein. Bien, je propose d'en rester là, j'ai bien conscience. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Dernière. Une toute dernière, parce qu'après je vais être obligé de censurer. Juste une petite dernière. Vous avez le micro qui arrive là. C'était pas une question, c'est plus une réflexion de conclusion. Enfin, c'est pas une réflexion, même c'est un témoignage. Vous n'en avez pas parlé d'un commun qui était assez exemplaire sur ce qu'on pourrait imaginer. C'est l'histoire de la rivière en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Qui a fait
sujet commun et personnalité juridique Oui. via oui, c'est vrai. l'utilisation d'une communauté autochtone, et qui est un très bon exemple, je crois, de ce qu'on est capable de faire sur ce bien commun. Oui, mais c'est pas. Mais Judith Rochefeld, je vous incite à la lire. Donc Judith ou Sarah Vanuxem, tout ça, toutes ces personnes-là sont dans les. Voilà, ça ne peut pas. Oui, je suis d'accord que la personnalité juridique donnée à la nature peut être une source intéressante à creuser. Ça ne suffit pas en tant que tel. Il faut toujours cette question de qui exerce les droits, c'est où les porte-paroles, où seront les porte-paroles, voyez, de ces nouveaux systèmes de propriété, comment dire, pas de système de propriété, de ces nouvelles personnalités juridiques, voilà. Mais oui, moi il y a plein de choses encore qu'on n'a pas parlé, mais il faut qu'on s'arrête. Bien, je vous propose d'applaudir Nicolas Alix. Merci en tout cas de